Écoutez bien, ce n'est pas le grondement du canon qui a brisé les rois d'Europe. C'est un bruit beaucoup plus terrifiant, beaucoup plus constant. Un rythme sourd, obsédant, qui faisait trembler le sol avant même que l'ennemi n'aperçoive le premier drapeau tricolore. C'est le bruit de 200 000 paires de bottes frappant la terre à une cadence inhumaine. On nous parle toujours d'Austerlitz, d'Iéna, de la charge héroïque et du sabre au clair. Mais la véritable raison pour laquelle la France a dominé le monde, la raison pour laquelle l'aigle impérial a plané sur toutes les capitales du continent, est ailleurs. Elle réside dans une arme invisible, une arme que ni les Autrichiens, ni les Prusses, ni les Russes ne pouvaient comprendre, et encore moins copier. Cette arme, c'est la vitesse absolue. En 1805, Napoléon n'a pas seulement vaincu l'Autriche, il l'a humiliée. Il a capturé une armée entière de 60 000 hommes, quasiment sans tirer un seul coup de feu. Comment est-ce possible? Comment une force aussi gigantesque a-t-elle pu devenir un fantôme, apparaissant dans le dos de l'ennemi, alors que celui-ci la croyait encore à des centaines de kilomètres? Oubliez les images d'Épinal des batailles rangées. Aujourd'hui, sur l'héritage de fer, nous allons disséquer la mécanique de précision la plus létale de l'histoire. Nous allons voir comment la Grande Armée a transformé la logistique en art de la guerre et comment la sueur des soldats français a épargné des rivières de sang. On dit que l'empereur gagnait ses batailles avec les jambes de ses soldats. C'est faux. Il ne les gagnait pas. Il les achevait avant même qu'elles ne commencent. Bienvenue dans la marche ouragan. Pour comprendre la violence du choc qui s'apprête à pulvériser l'Europe, il faut d'abord regarder l'adversaire. Il faut plonger dans l'esprit de ceux qui pensaient pouvoir écraser la France. Nous sommes à la fin de l'été 1805. À Vienne, à Londres et à Saint-Pétersbourg, les monarques sourient. Ils sont persuadés que l'heure de la vengeance a sonné. Ils ont formé la troisième coalition, une alliance colossale financée par l'or anglais et armée par les baïonnettes russes et autrichiennes. Leur plan semble parfait sur le papier. Il est logique, méthodique, rassurant. C'est un plan de vieux aristocrates qui font la guerre comme on joue aux échecs dans un salon feutré. Au centre de ce dispositif, il y a le général Karl Mack. C'est le fer de lance de l'Autriche. Mack n'est pas un incompétent. C'est un théoricien, un homme de règles et de manuels. Et c'est précisément ce qui va causer sa perte. Il s'avance en Bavière, avec 72 000 hommes, et s'installe dans la forteresse d'Ulm. Il attend. Il attend les renforts russes du général Koutouzov, qui traverse l'Europe à la vitesse d'un glacier. Pour le général Mack, la guerre est une science mathématique. Il calcule les distances. Il sait que Napoléon est bloqué au camp de Boulogne, sur les côtes de la Manche, les yeux rivés vers l'Angleterre. Mack regarde ses cartes et se dit qu'il est impossible, physiquement impossible, que les Français arrivent avant 2 mois. Il faut du temps pour déplacer une armée. Il faut préparer des dépôts de vivres, rassembler des milliers de chevaux de trait, organiser des convois de pain et de viande. Une armée d'ancien régime, c'est une ville mobile, lourde, lente, encombrée par des centaines de chariots de bagages, de tentes, d'officiers avec leurs domestiques et leur argenterie. L'armée autrichienne marche à 15 km par jour, quand tout va bien. Elle s'arrête pour cuisiner. Elle s'arrête pour dormir sous la tente. Elle s'arrête dès que le ravitaillement ne suit plus. Elle est esclave de son estomac et de son confort. Mack se sent en sécurité. Il a placé son armée à la sortie de la forêt noire, le verrou naturel de l'Allemagne. Il pense bloquer le passage. Il imagine que Napoléon, s'il vient, devra l'affronter de face, dans un choc frontal classique et sanglant, où la puissance de feu autrichienne fera la différence. Mais Mack
commet une erreur fatale. Il juge Napoléon avec les critères du passé. Il ne sait pas que l'empereur a profité de la paix précaire et de l'attente à Boulogne pour forger quelque chose de totalement nouveau. Ce qui se trouve face à l'Angleterre, ce n'est pas une simple foule de soldats, c'est une machine. Pendant 2 ans, au camp de Boulogne, les soldats français ont subi un entraînement d'une intensité jamais vue. Ils ont appris à vivre ensemble, à manœuvrer ensemble et surtout à marcher. Ils sont devenus des athlètes. Napoléon a épuré son armée. Il a supprimé le superflu. Plus de cortèges de femmes, plus de valets, plus de chariots inutiles. Mais la véritable révolution, celle qui va changer la face du monde, est structurelle. Napoléon a brisé le concept monolithique de l'armée unique. Il a créé le système des corps d'armée. C'est une idée de génie qui démultiplie la puissance française. Au lieu d'avoir une seule masse de 200 000 hommes, difficile à commander et lente à déplacer, Napoléon divise ses forces en 7 corps distincts. Chaque corps est une armée en miniature. Prenez le temps de visualiser ce que cela implique. Chaque corps, commandé par un maréchal d'Empire, des noms qui résonnent encore comme le tonnerre, Lannes, Soult, Davout, Ney, possède sa propre infanterie, sa propre cavalerie, sa propre artillerie et son propre génie. Chaque corps est autonome. Il peut se déplacer seul, se battre seul et tenir tête à une force ennemie supérieure pendant 24 heures, le temps que les autres corps arrivent en renfort. C'est là toute la différence. L'armée autrichienne est un bloc de granit, solide mais immobile. La Grande Armée est un filet d'eau vive qui peut se disperser pour inonder le terrain et se rassembler instantanément pour devenir un torrent dévastateur. Napoléon a une maxime célèbre: marcher séparé, combattre réunis. Cette flexibilité terrifie les stratèges classiques car elle rend les mouvements français illisibles. Et il y a un autre secret, un secret plus sombre, plus brutal, la logistique. Napoléon refuse d'être enchaîné à des convois de ravitaillement qui ralentissent la marche. Sa philosophie est prédatrice. La guerre doit nourrir la guerre. Le soldat français ne reçoit pas sa ration de pain quotidienne d'une boulangerie militaire qui suit l'arrière-garde. Non. Le soldat français vit sur le pays. On lui donne le droit, et même l'ordre, de réquisitionner ce qu'il trouve. Imaginez l'impact sur la mobilité. L'armée française n'a pas besoin d'attendre ses chariots. Elle fonce. Elle dévore le territoire qu'elle traverse. C'est une nuée de sauterelles armées. Chaque soir, le soldat doit trouver sa nourriture, la préparer et être prêt à repartir à l'aube. C'est une vie dure, impitoyable, mais elle libère l'armée de son boulet logistique. Là où l'Autrichien attend son pain, le Français a déjà parcouru 30 kilomètres, le ventre rempli par la récolte du paysan bavarois. C'est cette mécanique de précision qui se met en branle à la fin du mois d'août 1805. Napoléon comprend que l'invasion de l'Angleterre est impossible. La Royal Navy contrôle les mers. Mais sur terre, il est le maître. En une seule décision fulgurante, il fait pivoter toute son armée. C'est ce qu'on appelle la pirouette de Boulogne. L'ordre est donné. Dans le plus grand secret, les 7 torrents de la Grande Armée tournent le dos à l'océan et commencent à déferler vers l'est. C'est le début de la marche ouragan. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une telle masse d'hommes ne s'est déplacée aussi vite sur une telle distance. Ce n'est plus une marche, c'est une course contre la montre, une course contre le destin. Les soldats ne savent pas encore où ils vont, ils savent seulement que l'empereur leur demande l'impossible et que pour lui, ils le feront. Les routes de France se couvrent de colonnes bleues,
Le rythme est infernal. 30, 40 kilomètres par jour, jour après jour, sans pause, sans répit. Les semelles s'usent, les pieds saignent, mais la colonne ne s'arrête jamais. Les tambours battent la cadence, hypnotique, forçant les corps épuisés à avancer encore 1 kilomètre, puis un autre. C'est une transe collective. Napoléon a transformé ses hommes en projectiles humains. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, le général Mack boit son thé, regarde les collines de la forêt noire et écrit à son empereur que tout est calme. Il ne sent pas les vibrations du sol. Il ne voit pas l'orage qui arrive, non pas de face comme il l'attend, mais qui est en train de contourner l'Europe entière pour s'abattre sur sa nuque. L'aveuglement de l'Autriche est total, et le réveil sera d'une brutalité sans nom. Car les Français ne marchent pas seulement vite, ils marchent cachés. Napoléon a déployé un écran de cavalerie pour masquer ses mouvements, coupant toute information, interceptant le courrier, rendant la grande armée invisible aux yeux des espions. Le piège est en train de se mettre en place, et ses mâchoires sont grandes, comme des provinces entières. Mack pense jouer une partie d'échecs, mais Napoléon a déjà renversé la table, et ses pions sont en train d'encercler l'échiquier tout entier. Ce qui va suivre n'est pas une bataille, c'est une exécution stratégique, une démonstration de supériorité intellectuelle et physique qui va laisser le monde bouche bée. La marche ouragan a commencé, et rien, absolument rien, ne pourra l'arrêter. Imaginez un instant ce que signifie physiquement cette traversée. Ce n'est pas une simple ligne sur une carte, c'est la boue, la pluie glaciale de l'automne qui transperce les uniformes usés. C'est la fatigue qui s'incruste dans les os, jusqu'à devenir une seconde peau. Les soldats de l'an 2, ceux qui avaient connu les guerres de la Révolution, disaient n'avoir jamais vu une telle frénésie. Les routes deviennent des fleuves de glaise où les hommes glissent, tombent, se relèvent, poussés par les cris des sergents, et l'exemple des officiers qui marchent souvent à pied à leur côté. On dort 4 heures par nuit, parfois dans des granges, souvent à même le sol détrempé, enveloppé dans un simple manteau. Au réveil, on ne mange pas toujours. On serre la ceinture, on boit une gorgée d'eau de vie, si on a de la chance, et on repart. Le bruit des pas reprend, ce martèlement sourd et continu qui devient la seule réalité de 200 000 hommes. Pourtant, le moral tient bon. Pourquoi? Parce que Napoléon est partout. Il ne reste pas enfermé dans un palais lointain. Il est là, au milieu de la colonne, couvert de poussière, interrogeant les soldats, promettant la victoire, partageant leur peine. Il leur a insufflé une certitude arrogante. Ils sont l'élite de l'humanité, les porteurs de la liberté, face aux tyrannies vieillissantes. Chaque kilomètre avalé est une victoire sur l'Autrichien paresseux. Chaque ampoule est une médaille invisible. Les grognards commencent à comprendre la logique de cette souffrance. Plus ils marchent vite maintenant, moins ils auront à saigner plus tard. C'est un calcul brutal, mais efficace. La sueur épargne le sang. Le 25 septembre, la Grande Armée atteint le Rhin. En un mois, elle a traversé la France du nord au sud-est. C'est un exploit logistique qui défie l'entendement de l'époque. Mais le plus dur reste à faire. Il faut maintenant franchir le fleuve, entrer en terre ennemie et exécuter la manœuvre la plus audacieuse de l'histoire militaire, le grand enveloppement. Napoléon ne se dirige pas vers l'entrée de la forêt noire, là où Mack l'attend de pied ferme avec ses canons braqués vers l'ouest. Non, l'empereur fait un immense crochet par le nord. Il lance ses corps d'armée à travers les États allemands, neutres ou alliés, contournant totalement la position autrichienne
C'est comme si, dans un duel au pistolet, l'un des adversaires sprintait soudainement pour se placer derrière le dos de l'autre, avant même que l'arbitre n'ait fini de compter. Le maréchal Murat, avec sa cavalerie flamboyante, joue un rôle crucial dans cette supercherie. Il se montre à l'entrée de la forêt noire. Il fait du bruit, il lance des escarmouches, il fait croire à Mack que le gros de l'armée française est bien là, devant lui. C'est un leurre magistral. Mack mord à l'hameçon. Il renforce ses positions face à l'ouest, persuadé que le choc est imminent. Il écrit à Vienne « Je tiens les Français en échec. Pauvre fou. Il ne tient que du vent. » Pendant que Murat amuse la galerie, le véritable danger, le tsunami bleu, déferle bien plus, au nord, sur la rive droite du Danube. Les corps de Davout, Soult, Lannes et Ney marchent à une vitesse terrifiante. Ils coupent les lignes de communication autrichiennes une à une. Ils s'emparent des ponts, des carrefours, des dépôts. Ils tissent une toile d'araignée gigantesque autour de la Bavière. Début octobre, la situation bascule. Les éclaireurs autrichiens commencent à rapporter des nouvelles inquiétantes, incohérentes. Des patrouilles françaises sont signalées au nord, puis au nord-est, puis à l'est. À l'est, comment des troupes françaises peuvent-elles être à l'est d'Ulm, entre l'armée autrichienne et Vienne? C'est impossible, se dit Mack. Ils ne peuvent pas avoir volé. Ils doivent être des fantômes ou des démons. La panique commence à s'infiltrer dans l'état-major autrichien. Les cartes ne veulent plus rien dire. Les certitudes s'effondrent. Le 7 octobre, la grande armée franchit le Danube à Donauwörth, loin dans le dos de Mack. Le piège se referme. Le filet est tendu. Mack n'est plus un général défendant une frontière. Il est un rat pris dans une nasse, et il ne le réalise que trop tard, quand il comprend enfin que l'armée qui l'attendait de face est en train de lui couper toute retraite vers l'Autriche. Il est pétrifié. Sa ligne de ravitaillement vers Vienne, coupée. Sa jonction avec les Russes, impossible. Il est isolé, seul au monde avec ses 70 000 hommes, encerclé par une force invisible qui semble être partout à la fois. La confusion chez les Autrichiens est totale. Les ordres se contredisent. Faut-il attaquer? Faut-il fuir? Mais fuir vers où? Chaque route, chaque sentier semble désormais gardé par un bataillon français surgi de nulle part. Le moral des troupes autrichiennes s'effondre. Eux qui n'ont pas encore tiré un coup de fusil se sentent déjà vaincus. Ils sentent le souffle de la bête dans leur nuque. Ils savent qu'ils ont été surclassés, non par la force des armes, mais par la vitesse de la pensée et des jambes. C'est ici que la marche ouragan prend tout son sens tragique pour l'ennemi. Les soldats autrichiens sont frais, reposés, bien nourris. Les soldats français sont épuisés, crottés, affamés. Et pourtant, ce sont les Français qui dominent, parce qu'ils ont l'initiative, parce qu'ils sont là où ils ne devraient pas être. La guerre psychologique est gagnée avant la guerre physique. Mack tente quelques sorties, désespéré, essayant de percer le cercle de fer qui l'étouffe. Mais à chaque tentative, il se heurte à un mur. À Elchingen, le maréchal Ney, le brave des braves, mène une charge furieuse pour reprendre un pont vital. Les Autrichiens sont repoussés, rejetés dans leur prison d'Ulm. Le cercle se resserre. Jour après jour, heure après heure, les Français avancent. Ils ne donnent aucun répit. Ils capturent les bagages, les canons isolés. Le temps joue contre Mack. Chaque heure qui passe voit ses provisions diminuer et l'étau se resserrer. Napoléon, depuis son quartier général, dirige cette symphonie de la destruction avec une précision mathématique.
Il n'a pas besoin de lancer une grande attaque frontale qui coûterait des milliers de vies. Il a juste besoin d'attendre que le fruit mûr et pourri tombe de lui-même. Le 14 octobre, Mack est totalement enfermé dans Ulm. Il voit les feux de bivouac français briller sur toutes les collines environnantes. Des milliers de feux, une constellation de la mort qui lui rappelle qu'il n'y a pas d'issue. Il espère encore un miracle, l'arrivée des Russes. Mais les Russes sont encore loin, très loin, retardés, eux aussi, par leur logistique archaïque et sans doute incrédules face à la vitesse des événements. Personne ne viendra sauver Mack. Napoléon lui envoie un ultimatum. Il pourrait écraser la ville sous un déluge d'artillerie, la réduire en cendres. Mais il préfère l'économie. Pourquoi gaspiller de la poudre et des hommes quand l'ennemi est déjà mort spirituellement? Il fait défiler ses troupes, montre sa force pour ne pas avoir à s'en servir. C'est une démonstration de puissance absolue. Les soldats français, malgré leur fatigue extrême, malgré leurs uniformes en lambeaux, affichent une discipline et une férocité qui glacent le sang des défenseurs. Ils sont les maîtres du jeu. Ils ont marché plus vite que l'histoire elle-même. Dans les rues d'Ulm, c'est le chaos. Les officiers autrichiens s'invectivent. Les soldats jettent leurs armes de dépit. Le sentiment d'humiliation est insupportable. Être vaincu au combat est une chose, c'est le sort de la guerre. Mais être vaincu par la marche, être vaincu par la carte, être vaincu sans avoir pu prouver sa valeur, c'est une honte indélébile. C'est la preuve cruelle que l'ancien monde, ce monde lent, protocolaire et rigide, est révolu. Une nouvelle ère vient de naître, brutale, rapide, impitoyable. L'ère de la guerre totale, où le mouvement est roi. Le destin de l'Autriche est scellé, non pas dans le sang, mais dans l'encre des ordres de marche rédigés par Napoléon des semaines plus tôt. La trappe s'est refermée. Il ne reste plus qu'à cueillir la victoire. Une victoire si éclatante, si improbable, qu'elle va résonner comme un coup de tonnerre dans toutes les cours d'Europe. Ils pensaient combattre une armée. Ils ont affronté un ouragan. Et maintenant, il ne reste plus qu'à contempler les débris. Le 19 octobre 1805, le soleil se lève sur une scène qui semble irréelle, presque théâtrale. Ce n'est pas un champ de bataille couvert de cadavres fumants, comme l'Europe en a l'habitude. C'est le plateau de Michelsberg qui domine la ville d'Ulm. Napoléon est là, immobile, entouré de sa garde impériale, ces fameux grognards aux bonnets à poils, le visage fermé, observant la vallée en contrebas. Il attend. Et alors, l'impensable se produit. Les portes de la ville s'ouvrent. L'armée autrichienne sort. Non pas pour charger, non pas pour une dernière tentative héroïque de percer les lignes, mais pour se rendre. C'est un fleuve blanc qui s'écoule lentement, tête basse. 25 000 hommes, l'élite de l'Empire des Habsbourg, défilent devant l'empereur des Français pour déposer leurs armes. C'est une procession funèbre, le deuil d'une monarchie millénaire, humiliée par la modernité. Imaginez le silence. Seul le bruit métallique des fusils qu'on jette en tas, le cliquetis des sabres qu'on rend, trouble l'atmosphère. Les drapeaux, autrichiens, symboles de gloire et d'histoire, sont jetés dans la poussière aux pieds des vainqueurs. Le général Mack s'avance vers Napoléon. Il est brisé, vieilli de 10 ans en quelques jours. Il tend son épée et prononce ces mots qui résonneront pour l'éternité. Voici le malheureux général Mack. Napoléon, avec une froideur magnanime, lui répond simplement en l'invitant à rentrer chez lui pour raconter à son maître ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, c'est la fin d'un monde. Au total, la campagne d'Ulm a coûté à l'Autriche 60 000 hommes.
dont la grande majorité a été faite prisonnière sans combattre. 60 000 soldats effacés de l'échiquier stratégique par la seule vertu de la manœuvre. C'est du jamais vu. Les pertes françaises, insignifiantes, quelques centaines de morts dans des escarmouches mineures. Le rapport est délirant, presque divin. Jamais une victoire aussi décisive n'a été aussi peu sanglante pour le vainqueur. Napoléon écrit à Joséphine « J'ai détruit l'armée autrichienne par de simples marches. J'ai fait des prisonniers, pris des drapeaux, des canons. Et je n'ai perdu que 1000 hommes. La nouvelle frappe l'Europe comme la foudre. » À Londres, le Premier ministre William Pitt, en recevant la carte d'Europe après la nouvelle d'Ulm, dit à ses conseillers « Roulez cette carte, nous n'en aurons plus besoin pendant 10 ans. » Il comprend instantanément que l'équilibre des puissances est rompu. La coalition est décapitée avant même d'avoir pu frapper. Les Russes de Koutouzov, qui arrivèrent enfin, font demi-tour en toute hâte, terrifiés à l'idée d'affronter seuls la fureur française. Ils savent maintenant que la distance ne les protège plus. Si Napoléon peut avaler l'Allemagne en quelques semaines, il peut aller n'importe où, mais au-delà des chiffres, au-delà des cartes, c'est l'impact psychologique sur le soldat français qui est le plus fascinant. Ce triomphe forge une légende, une mystique qui va lier l'armée à son chef pour toujours. Les soldats, qui avaient maudit la boue, la faim, la fatigue, les marches forcées interminables, comprennent soudain le génie de leur empereur. Ils réalisent que chaque pas douloureux, chaque nuit sans sommeil, avait un sens précis. Ils ne sont pas de la chair à canon sacrifiée, inutilement. Ils sont les instruments d'une volonté supérieure qui économise leur vie par son intelligence. Une confiance aveugle naît ce jour-là. Ils se sentent invincibles. Ils se disent « S'il nous dit de marcher jusqu'au bout du monde, nous irons, car il sait où il nous mène. » Cette victoire valide brutalement le nouveau modèle de guerre français. Le système des corps d'armée devient la norme absolue, copiée par tout le monde des décennies plus tard. La logistique prédatrice, le fait de vivre sur le pays, prouve qu'une armée moderne doit être légère pour être rapide. La vitesse n'est plus un atout, elle est l'essence même de la stratégie. La guerre n'est plus une affaire de position statique, de sièges interminables. C'est une affaire de mouvement, de flux, de chaos contrôlé. Cependant, il ne faut pas s'y tromper. Cette marche ouragan a un prix. Elle use les hommes prématurément. Elle demande des sacrifices énormes à la population civile qui voit ses récoltes pillées. Mais dans la logique impitoyable de la guerre, elle est d'une efficacité redoutable. Elle permet de finir les conflits rapidement, d'éviter l'enlisement. C'est la première forme de blitzkrieg, la guerre éclair, 1 siècle et demi avant les blindés. Les jambes des grognards étaient les chenilles des chars de l'époque. Ulm n'est que le prélude. La route de Vienne est ouverte. La capitale autrichienne tombera comme un fruit mûr quelques semaines plus tard. Et bien sûr, tout cela mènera à la bataille des 3 empereurs, Austerlitz, le soleil, de gloire ultime. Mais les historiens militaires le savent. Austerlitz n'a été possible que grâce à Ulm. Sans la destruction préventive de l'armée de Mack, Napoléon aurait dû affronter une coalition réunie de 150 000 hommes, et l'histoire aurait pu être bien différente. C'est bien la marche, cette marche furieuse, infernale, magnifique, qui a gagné la guerre. Alors, quand on regarde les statues de Napoléon aujourd'hui, on voit souvent le stratège, la main dans le gilet, le regard fixé sur l'horizon. Mais on devrait regarder plus bas. On devrait regarder les pieds de ces soldats. On devrait sculpter des bottes usées, percées, couvertes de boue séchée. Car ce sont ces bottes qui ont piétiné les couronnes des rois. Ce sont ces bottes
qui ont redessiné les frontières. Ce sont ces bottes qui ont porté la Révolution et l'Empire aux quatre coins du continent. La leçon d'Ulm est intemporelle. Elle nous enseigne que la force brute ne suffit pas, qu'une armée, ou même une nation, peut être puissante, riche et nombreuse. Mais si elle est lente, si elle est figée dans ses certitudes, elle sera dévorée par celui qui est rapide, agile et audacieux. Napoléon n'a pas seulement battu Mack, il a battu le temps. Il a compressé des mois de campagne en quelques semaines. Il a imposé son rythme à l'histoire. Et cette leçon résonne encore. La supériorité française de 1805 n'était pas technologique. Les fusils étaient les mêmes. Elle était humaine et intellectuelle. C'était la victoire de l'esprit vif sur l'esprit lourd. La victoire du mouvement sur l'inertie. C'est cela, le véritable héritage de fer de cette épopée. Une démonstration éclatante que l'audace, couplée à une exécution impitoyable, peut renverser des montagnes. Au final, que reste-t-il de cette fureur? Des noms gravés sur l'arc de triomphe, des drapeaux fanés dans les musées. Non, il reste bien plus que cela. Il reste une vérité fondamentale sur la nature de la grandeur française. Souvent, on cherche à minimiser ses exploits. On parle de chance, on parle de la faiblesse des adversaires. Mais la réalité est là, brutale et incontestable. En cet automne 1805, la France a touché à la perfection militaire. Elle a montré au monde qu'une armée de citoyens libres, galvanisée par un idéal et menée par un génie, pouvait accomplir l'impossible. Elle a prouvé que la volonté humaine, lorsqu'elle est canalisée, est plus forte que toutes les citadelles de pierre. Ces hommes qui ont marché jusqu'à l'épuisement, ces jambes de l'empereur, ont laissé une trace indélébile. Ils nous rappellent que la victoire ne s'offre pas, elle s'arrache. Elle s'arrache à la boue des chemins, à la morsure du froid, à la tentation de l'abandon. Ils ont transformé la souffrance en gloire. Ils ont fait de la vitesse une vertu cardinale, un héritage qui devrait encore nous inspirer aujourd'hui. Dans un monde qui s'accélère, souvenons-nous que nos ancêtres ont un jour marché plus vite que le monde entier. C'est cette mémoire, cette fierté incandescente que nous voulons raviver ici. L'histoire de France n'est pas un vieux livre poussiéreux, c'est un brasier qui ne demande qu'à être soufflé pour éclairer de nouveau notre époque. Si cette flamme vous touche, si vous refusez que ces exploits tombent dans l'oubli, et si vous voulez nous aider à forger les prochaines vidéos qui feront trembler les mythes établis, vous avez un rôle à jouer. Rejoignez les rangs de l'héritage de fer. Devenez le mécène de cette reconquête historique en soutenant la chaîne via le bouton « Rejoindre » ou en partageant massivement ce récit. Car l'histoire appartient à ceux qui la racontent. Et ensemble, nous allons nous assurer que la voix de la France résonne encore longtemps, forte, fière et invaincue. Gloire à l'empereur et gloire à ceux qui marchent.